La fabrication additive, ça a été intégré au groupe Renault il y a déjà plus de 20 ans, mais pour la partie prototypage. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la partie process, et notamment sur l'usine de Cléon. Donc nous, comment on est organisé? On fait partie d'un département qu'on appelle le département tooling. C'est un département qui va regrouper des ateliers d'usinage, des services de robotique, d'automatisme, des électriciens, on a un labo de réparation électronique, etc. Et dans ce département, il y a aussi une activité de fabrication additive. Donc ce qu'on appelle chez nous des ADFAB. En fait, on va avoir sur chacun de nos sites des ateliers de proximité, on va dire. Et on a deux gros centres de production, un qui est situé à Flins dans les Yvelines et un deuxième à Meyzieux dans l'agglomération de Lyon. Donc nous, notre mission, c'est de concevoir et de fabriquer des pièces qui vont répondre à une démarche d'amélioration, que ce soit en termes de coût, de délai, d'ergonomie, etc. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Juste pour resituer un petit peu, côté usine, c'est arrivé en 2017. Pour simplifier, faire très simple, on nous a donné un budget, on nous a dit achetez une imprimante et regardez ce que vous pouvez en faire. Donc à partir de là, on en a fait pas mal de choses. Mais déjà, dès le début, on s'est dit qu'il fallait être présent sur toute la chaîne de valeur. Donc quand je parle de chaîne de valeur, ça va aller de la conception, donc la modélisation en 3D de nos pièces, la réalisation des programmes machines, donc choisir le pourcentage de remplissage, etc. Choisir une matière en fonction des contraintes qu'on va avoir sur notre pièce, et la réalisation de la pièce. Donc quand je dis réalisation de la pièce, ça va jusqu'au montage dans l'atelier, vérifier comment ça se comporte, si la pièce résiste bien, s'il y a des soucis, donc à améliorer, que ce soit au niveau de la forme, de la matière, etc. Donc nous, pour ça, on a intégré plusieurs technologies. On va être essentiellement, en très très grande majorité, sur du FDM. Pourquoi on est passé sur du FDM? Parce que déjà, c'est très simple à intégrer, très peu de contraintes au niveau HSE. On peut passer très facilement d'une matière à une autre. Donc nous, dans une activité de tooling, où on va avoir des contraintes très différentes en fonction des cas d'application, c'est vraiment la techno qui s'y prête le mieux. Ensuite, on a de la SLA. Donc là, on n'a qu'une machine en SLA. Juste pour dire, sur le FDM, ça représente à peu près 40 machines sur l'ensemble des sites français. SLA, on a une seule machine où on va faire plutôt de la pièce d'aspect, alors que sur le FDM, on va vraiment être sur de la pièce fonctionnelle, sur de l'outillage, sur de la pièce de maintenance, etc. Ensuite, sur le site de Flins et de Meyzieux, on va avoir du MJF, les machines HP, qui sont chargées en PA12. Donc là, on va s'en servir surtout pour de la petite, de la moyenne série, et des pièces qui ont besoin d'un peu plus de résistance. Le PA12 est vraiment pas mal pour ça. Et on a aussi une activité métallique sur le site de Meyzieux, avec 3 machines desktop métal qui vont faire du 17,4 pH ou du 316L. Donc on commence aussi quelques cas d'application avec des alliages de cuivre. Pour être tout à fait transparent, le métal, c'est très très peu de cas d'application pour l'instant chez nous. On débute vraiment sur le métal, mais j'ai un cas à vous présenter quand même. Mais on débute sur le métal. On va être à 95% sur du polymère. Donc qu'est-ce qu'on fait chez nous? Comme je vous ai dit, on va faire beaucoup d'outillage, notamment des outillages pour les opérateurs. L'exemple de gauche, c'est un outil de mise en place des bouchons décanteurs. Donc ça, c'est dans nos ateliers d'assemblage à Cléon. Le bouchon décanteur, c'est la partie blanche qu'on voit en bas de la pièce. Ça, c'était des pièces qui étaient mises avant à la main. Donc on nous a demandé d'imaginer un outillage pour l'amélioration ergonomique du poste. Donc on a fait la modélisation 3D en interne. On l'a réalisé chez nous en 2 matières. Il y a la partie grise qui va être du PLA. Donc c'est la partie poignée, il y a très peu d'usure là-dessus. Donc on est resté sur du PLA. Et on a la partie noire en bas, donc qui épouse la forme du bouchon, qui va être faite en nylon. Et du coup, ça permet de remplacer plutôt simplement la partie qui va s'user sur l'outil. La poignée, il n'y a aucune usure sur la poignée, donc c'est dommage à chaque fois de réimprimer un outillage complet. C'est pour ça qu'on a créé une pièce d'usure en bout d'outillage. Ensuite, à droite, gabarit contrôle chignon. Donc ça, c'est pareil, c'est une amélioration ergonomique du poste, parce que l'outillage existait déjà, sauf qu'il était réalisé en usinage, en métallique. Donc c'est un outil qui faisait 2,7 kg. Nous, en le passant en plastique, on est passé à 700 grammes. On a réduit considérablement le coût de la pièce, parce qu'on fait tout en interne, on fait ça en polymère sur nos propres moyens.
Et on a réduit en même temps les délais d'approvisionnement sur cet outillage. Donc c'est un outil qui sert des centaines de fois par jour. En fait, pour expliquer un peu le fonctionnement, on vient le faire tourner pour contrôler le volume du chignon sur le moteur électrique. Il faut qu'il soit dans un certain volume. Donc on vient contrôler qu'il reste dans cette enveloppe. Donc forcément, quand le volume n'est pas bon, il y a du frottement qui se fait. Du coup, il y a un peu d'usure sur cet outil-là. Donc c'est un outil qu'on remplace souvent. Donc le fait de le passer en interne, on a réduit énormément les coûts, et sans parler, comme je disais, de l'ergonomie, on a réduit de 2 kg le poids de cet outil-là. Encore des autres outillages, donc à gauche, guide module de filtration. Donc là c'est pareil, c'est une amélioration ergonomique du poste. Donc c'est pareil, c'est pour faciliter la manipulation des pièces par les opérateurs. Donc là c'est pareil, modélisation en interne et réalisation également en interne. À droite, c'est d'autres exemples d'outils de contrôle sur le moteur électrique. Donc c'est vraiment des besoins spécifiques adaptés à nos produits. Donc là, tout ce qui est modélisation interne, conception, réalisation interne, ça prend tout son sens parce qu'on adapte vraiment nos outils. On est autonome, on fait tout de A à Z et pareil, on réduit énormément les coûts sur ce type d'outillage. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle chez nous consommable. Donc consommable, c'est tout ce qu'on va acheter à l'extérieur, qu'on achetait précédemment à l'extérieur. Donc à gauche, on a des obturateurs couvre-culasse. Donc là, c'est pareil, c'est dans les ateliers d'assemblage. Pendant l'assemblage des culasses, il y a des parties qui sont ouvertes, donc il y a des choses qui peuvent tomber dedans. Donc ce serait très dommage de livrer des culasses aux clients avec des vis à l'intérieur, par exemple. Donc on vient obturer toutes les parties ouvertes. Donc ça c'est pareil, c'est conception interne, ça s'adapte vraiment à la forme de nos produits. Réalisation en interne en PLA sur nos machines. Ensuite, ça c'était des pièces où il fallait plusieurs centaines d'exemplaires. Donc on a lancé ça en MJF sur le site de Flins, donc impression poudre PA12. À droite, protection préhenseur, donc là c'est un des exemples, mais on fait beaucoup tout ce qui est mort de robots, pinces, protection, etc. Donc là ça a été imprimé en TPU. Il y a eu beaucoup de gains aussi sur cette pièce-là, parce qu'elle était avant usinée en bronze. Donc il y avait pas mal d'usure, en plus c'était des pièces qui coûtaient assez cher. Nous on a revu la forme de la pièce pour avoir justement une meilleure préhension. On l'a imprimé en TPU, donc matière flexible, qui va accepter les chocs et les déformations. Et du coup, il y a beaucoup moins d'usure sur nos pièces. Donc on a réduit le coût, et en plus de ça, on les change beaucoup moins souvent. Et ensuite, diffuseur, donc là, c'est pareil, c'est des choses qu'il y a beaucoup sur nos lignes d'assemblage. Il faut savoir que là, par exemple, c'est celui de la pompe à eau, mais tout ce qui est durite, etc., tout ce qui a des joints, on vient lubrifier avant de monter sur les moteurs. Donc là, on vient poser la pompe à eau sur la partie noire de l'outillage. Et il y a tout un système de canaux à l'intérieur qui viennent diffuser du fluide pour pouvoir le lubrifier. Donc ça, c'était des pièces qui se faisaient déjà avant, en usinage, mais c'était percé, rebouché, etc. pour créer des systèmes de canaux. Donc c'était des pièces qui revenaient assez chères. Donc le fait de les faire en interne, il y a eu pas mal de gains là-dessus. On a revu la conception des canaux pour pouvoir créer des réservoirs à l'intérieur de la pièce et pas avoir besoin de réamorcer à chaque fois pour réinjecter du produit. Et du coup, on a réussi à réduire un peu les temps de cycle là-dessus aussi. Donc il y a eu vraiment pas mal de gains sur ces outillages-là. Là, c'est pareil, partie grise, fixation, donc il n'y a pas d'usure là-dessus, c'est du PLA. Partie noire, c'est du PP chargé en bits verts. Donc le PP pour côté résistance aux produits chimiques. Et du coup, les bits verts pour avoir un peu plus de résistance, parce que là, c'est pareil, c'est des pièces qu'on vient poser plusieurs centaines de fois par jour. À droite, c'était une vidéo du fonctionnement, mais comme j'ai été intelligent, j'ai fait un PDF. Donc il n'y aura pas de vidéo. Mais vraiment, pour vous expliquer le fonctionnement, il y a l'opérateur qui vient poser la pompe à eau sur l'outillage. Il y a un système de tempo qui diffuse du fluide pendant un temps donné. Et après, l'opérateur récupère la pompe à eau et la monte sur le moteur. Je vous disais, on fait essentiellement de la pièce fonctionnelle, donc outillage, consommable, etc. C'est vraiment le plus gros de notre activité. Mais on a quand même une partie prototypage, notamment prototype produit. Donc ce qu'on appelle produit chez nous, c'est toutes les pièces qui sont montées sur le véhicule.
Donc par exemple, on a fait des carters cylindres, on a fait des culasses, des arbres à cames, des vilebrequins, tout ça à l'échelle 1. Ça permet déjà de valider pas mal de choses, notamment quand on a une nouvelle diversité de pièces. Ça permet de passer les pièces sur ligne, de vérifier justement les passages sur les convoyeurs, les portiques, etc. Donc on valide beaucoup de choses comme ça et à moindre coût. Et on a une partie process, donc process, tout ce qui est outillage, etc. À droite, c'est une palette pour poser des pièces dessus. Donc toutes les pièces de couleur, que ce soit les bleues, les vertes, les roses et les rouges, c'est une conception interne. La réalisation a été faite chez nous en PLA pour valider tout ce qui était dimensionnel, etc. Ensuite, ça, c'est des pièces qui sont réalisées vraiment, c'est des centaines et des centaines d'exemplaires. Du coup, au final, c'est réalisé en moulage. Mais déjà, le fait de faire toute la conception et la validation des protos chez nous, on est sûr que les pièces qu'on va réaliser à l'extérieur, quand on les reçoit, elles sont bonnes du premier coup. Et en plus de ça, ils se sont servis de nos pièces imprimées en PLA pour réaliser les moules. Donc on a aussi économisé sur le coût des moules. Je vous disais, on commence l'impression métallique, on a quelques cas d'application. Notamment celui-ci, c'était pour le rétrofit, donc la réparation de machines. Le pignon que vous voyez, il n'était plus fourni, il n'était plus vendu, on ne pouvait pas se le procurer. On n'avait aucune doc là-dessus, pas de plan, rien du tout. Donc on est passé par une prise de cote, on a remodélisé la pièce. On a réalisé une première pièce juste en PLA simple, juste pour valider le côté dimensionnel. Et une fois qu'on a validé la pièce, on est passé sur de la fabrication additive métallique, donc avec un surplus de matière pour pouvoir faire une reprise d'usinage derrière, pour pouvoir faire la prise dans le mandrin, etc. Donc, comme je vous ai dit, département tooling, donc on a aussi des ateliers d'usinage. Donc c'est pareil, l'usinage est fait en interne chez nous. Donc on a pu réusiner la pièce sur les parties fonctionnelles et monter la pièce définitive. Donc ça nous a permis de réparer 5 machines qui auraient été obsolètes sans cette solution. Pour donner un petit ordre d'idée, on est à peu près à 4800 pièces l'année sur le site de Cléon. Et comme je disais, en très grande partie de la pièce fonctionnelle. Et ça représente à peu près 33 000 pièces sur la France, sur les différents sites français. Donc ça nous représente un gain de 480 000 € à l'année, rien que sur le site de Cléon. Donc comment on calcule notre gain ? Pour les pièces qu'on achetait auparavant à l'extérieur, c'est simple. On sait combien on les achetait, on sait à combien nos pièces nous reviennent, donc on calcule un gain assez facilement. Pour la création de nouvelles pièces, on compare ça pour des géométries simples par rapport à de l'usinage et pour des géométries complexes par rapport à de la fabrication additive externe. Donc on passe par des sites comme Sculpteo par exemple qui proposent de faire des devis en ligne. Donc on compare le prix comme ça et on calcule notre gain. Et du coup, sur la France, c'est 1,5 million sur une année d'économie, grâce à la fabrication additive. Comme je vous ai dit, il y a une activité de fabrication additive sur tous les sites. Donc on organise ce qu'on appelle chez nous en interne un club métier. Donc on a un club métier impression 3D qui va regrouper tous les différents pilotes des différents sites. Et c'est là qu'on essaye de standardiser l'activité, qu'on va échanger sur les difficultés qu'on peut rencontrer. On a standardisé sur des marques de machines, même si on n'est pas fermé là-dessus, mais on a presque tous les mêmes marques de machines, donc ça permet d'échanger aussi sur la maintenance, l'entretien. On peut s'échanger les programmes machines, etc. Donc il y avait une vraie volonté dès le départ de standardiser l'activité sur les différents sites. Toujours dans la standardisation, on a un catalogue de pièces commun à tous les sites. Il y a deux choses. Il y a déjà la partie pour les demandeurs, donc ils ont accès à un catalogue de pièces. Ils peuvent commander ces pièces via cette application et ils peuvent aussi formuler une demande de création de nouvelles pièces. Donc en renseignant le nom de la pièce, la quantité voulue, ils peuvent mettre en pièce jointe un plan, un schéma, un 3D directement comme ils le souhaitent. Et la deuxième partie de cette application-là, c'est pour les pilotes. Donc ça permet de gérer la production, de planifier, etc. Et ça envoie des notifications par mail aux demandeurs à chaque changement d'étape. Donc par exemple, si on m'envoie un plan 2D, j'ai besoin de le modéliser, je mets en cours de modélisation, donc
le demandeur reçoit une notification. Une fois que la demande est faite et réalisée, il a une nouvelle notification pour lui dire qu'il peut venir chercher la pièce dans mon atelier. Ensuite, forcément, comme on a prouvé qu'on faisait du gain, on nous a demandé de faire de plus en plus de pièces. On n'a pas un temps illimité, on travaille une journée classique, 8h, 17h. Donc imaginons que j'ai une imprimante qui se termine à 18 ou à 19h. C'est dommage que l'imprimante qui est capable de travailler s'arrête à 19h et qu'elle soit relancée que le lendemain matin. Donc on a décidé de créer un îlot robotisé, donc, avec un robot collaboratif qui charge et qui décharge en automatique nos imprimantes. Donc en fait, ça vient chercher le plateau, ça décharge l'imprimante, ça met le plateau avec la pièce terminée dans un meuble de déchargement, ça reprend un plateau vide et ça le remet dans l'imprimante. Et on fonctionne avec un système, là c'est des Ultimakers, du coup on fonctionne avec Cura Connect, on peut créer des listes d'attente et ça relance la pièce suivante. Donc bien entendu ça s'organise, il faut que ce soit la bonne matière chargée, la bonne buse, etc. Mais ça nous permet d'agrandir notre temps d'ouverture et l'objectif c'est de travailler 24 heures sur 24, enfin que les imprimantes travaillent 24 heures sur 24. Donc là vous avez un petit aperçu. La vidéo aussi en PDF que vous voyez, avec le robot qui décharge la machine. Ensuite, on a plusieurs axes d'amélioration, notamment au niveau des déchets. Donc, on travaille avec Francophile, qui est présent dans la salle. En fait, nous, ça nous embêtait d'avoir des quantités de déchets, du plastique qu'on jetait à la poubelle. On travaille assez bien, mais des fois ça se passe mal. Du coup, il y a des déchets, il y a des pièces qui se passent pas bien. On n'arrive pas à sortir la pièce. Donc forcément, dans ce cas-là, c'est pas de ma faute à moi, c'est la faute de la machine, hein, toujours. C'est comme à FIFA, quand je marque pas, c'est pas moi, c'est la manette. Mais ça nous embêtait vraiment d'avoir autant de déchets. Donc on a contacté Francophile, on leur a dit, on a plein de déchets, est-ce que vous savez les revaloriser ? Et du coup, nous, on fournit nos déchets de PLA. Donc on s'est concentré sur le PLA dans un premier temps. On fournit nos déchets à Francophile, qui réextrude ensuite du filament et qui récupère également les bobines vides. Donc ça, c'est un grand sujet d'amélioration. Et on commence à arriver au bout, là, c'est fonctionnel, déjà sur le PLA. Et le but, après, ça serait d'aller vers d'autres matériaux.